très rapidement. La définition des phénotypes, bien oui, on a vu qu'il y avait des traits qualitatifs atteints, non atteints, mais très souvent, l'âge joue un rôle, vous l'avez compris, et on n'est pas si certain que ça, même à 50, 60 ans, qu'on doit considérer qu'une personne n'est pas atteinte. C'est difficile. On peut utiliser les classes d'atteinte, notamment dans les phénotypes quantitatifs, avec des classes de sévérité. Et puis il y a la question des phénocopies qui sont le même symptôme, la même manifestation sans origine génétique au sein d'un échantillon qui va donc le rendre complexe et le stratifier en plusieurs catégories. L'hétérogénéité du risque, c'est le petit schéma ici, il avait été monté ce petit schéma par M. Feingold en disant pour avoir telle maladie, il faut 6 gènes. 6 gènes sont possibles, 3 chez cette personne sont atteints, le 1, le 2, le 3, mais chez une autre personne ce sera le 1, le 3, le 4, et chez une autre personne encore ce sera le 6 et le 5. Donc il y a à la fois une hétérogénéité des allèles à chaque locus, une hétérogénéité du nombre de gènes impliqués dans le modèle multigénique, et puis une hétérogénéité dans les différentes populations et combinatoires de gènes. Donc vous imaginez bien que si cela est vrai, et cela est probablement vrai dans les maladies communes, les études de génome entier de type GWAS ne vont pas détecter, leur puissance n'est pas suffisante pour détecter ces classes-là de grande complexité. On peut peut-être détecter l'allèle 1 et l'allèle 3 parce qu'ils sont très, très souvent impliqués, donc c'est eux qui vont ressortir des études, mais on ne verra pas le 5 et le 6, on ne verra pas le 2. Gène environnement, c'est pas juste un mot. Je voulais vous montrer un truc incroyable qui a été observé par les personnes qui étudient la génétique des cancers du sein. Vous savez que dans tous les cancers du sein, les formes familiales avec des modalités qui parfois se rapprochent des formes héréditaires mendéliennes représentent à peu près 10%. Et que dans ces 10% de formes familiales de cancer du sein, vous avez les gènes classiques, BRCA1, BRCA2, d'autres gènes de prédisposition, puis des facteurs encore inconnus. Et donc le modèle, parlons encore une fois d'inconnu, le modèle qui est derrière l'épidémiologie génétique du cancer du sein est extrêmement complexe. Et on se dit, oui, mais là, peut-être que l'environnement, quand même, il ne va pas jouer un rôle énorme. Il joue un rôle très important. Ça a été montré dans plein d'études. L'exposition au tabac, l'exposition à l'alcool, l'activité professionnelle, la contraception, l'âge à la première maternité, l'allaitement, le régime alimentaire. Voilà ce que sont des facteurs gènes-environnement. C'est-à-dire qu'à même fond génétique, ces facteurs vont conférer un risque, un sur-risque ou une protection, il ne faut jamais oublier cet aspect-là, qui est très important, parce qu'après tout, c'est comme ça qu'on peut faire de la prévention, essayer d'améliorer les choses, c'est d'essayer de détecter ces facteurs d'environnement qui, vous en conviendrez facilement, sont beaucoup plus faciles à mobiliser que des facteurs génétiques. Donc c'est très important de les reconnaître, et tous ces facteurs sont parfaitement établis et permettent de mieux analyser la situation de risque de cancer du sein dans une population. Regardez maintenant ce petit diagramme ici, qui est assez intéressant, parce que dans ce diagramme, on a pris, dans les deux courbes, bleu et rouge, des femmes qui ont toutes un génotype mutant, elles ont une vraie mutation, plein pot, du gène BRCA1 ou BRCA2, il y a deux gènes principaux dans les formes dominantes, de pénétrance incomplète, mais dominantes de cancer du sein. Et on a pris, c'est comme, vous vous souvenez de l'histoire des homozygotes delta F508, on a neutralisé le génotype pour regarder ce qui se passait en fonction de l'âge et de l'environnement. Ben ici, on a fait exactement la même chose pour des femmes qui ont toutes une mutation de prédisposition sévère. C'est les femmes de ce groupe-là. Et dans ce groupe-là, c'est les femmes de ce groupe-là. Donc on est vraiment prêt, on tend vers les maladies mendéliennes, et ce sont des maladies mendéliennes, mais on a regardé à génotype égal, à facteur de risque génétique égal, très fort, les femmes qui étaient nées avant 1940, et on les a distinguées des femmes qui étaient nées après 1940. En 1940, pourquoi ?
Bon, c'est probablement pratique pour l'étude, mais il y a aussi un truc important, c'est que 1940, ça vous date un tout petit peu des changements très importants d'environnement. L'arrivée du tabac dans les familles, le changement du statut social de la femme, etc. Il y a plein de la contraception, il y a plein de trucs qui ont changé avant et après-guerre. Donc ce n'est pas complètement par hasard qu'on a choisi cette borne-là. Et vous voyez ici l'âge de ces femmes, 20, 30, 40, 50, et le risque cumulé de cancer du sein avec l'âge. Voilà le décodage de ce petit tableau. Et ce qui vous frappe évidemment, c'est que à génotype égal, encore une fois, c'est ça qui est très important, elles ont le même génotype, elles ont le même facteur de risque écrasant pour un cancer du sein. C'est-à-dire que c'est des femmes extrêmement prédisposées. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Ben quand même, avec ce facteur génétique très fort, les femmes qui sont nées avant 1940 ont en gros un risque qui est 2 fois moindre de cancer du sein que les femmes qui sont nées après 1940, 100% de risque à peu près à 60 ans. Et elles sont à peu près à 50%. Ça, quand on vous parle d'interaction gène-environnement ou gène-milieu, c'est ça. Et ce n'est pas de la gnognotte, enfin je veux dire, c'est des trucs énormes. C'est des facteurs énormes, c'est pas des nuances. D'accord? Vous avez compris ce petit diagramme? Et on a ça pour plein de maladies, pour plein de trucs. C'est assez criant ici parce qu'on a affaire à un génotype qui est maintenant bien connu et qui est à fort risque de cancer du sein. Donc, interaction, gène, environnement, le poids de l'environnement. C'est vrai aussi pour des caractères comportementaux. Il y a toute une génétique qui s'est livrée et qui continue de se livrer à la génétique des traits comportementaux, agressifs, stressés, dépressifs, hyperactifs, etc. Et vous avez toute une littérature médicale et de génétique sur l'idée que l'on va essayer de déterminer des facteurs génétiques prédisposant à des traits comportementaux, au fait d'être plutôt une personnalité stressée ou au contraire d'être zen. Bon, alors ça se mesure, la zénitude se mesure. Et vous voyez ici des études avec un polymorphisme SS ou SL ou LL et la distribution des événements de la probabilité d'épisodes dépressifs en fonction des événements de stress. Et ce que vous montre cette étude, regardez juste ça, on ne va pas épiloguer, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites, ça c'est la probabilité d'avoir Major Depression Episodes, donc des épisodes dépressifs majeurs, des breakdowns, d'accord ? Et le génotype de 3 classes, SS, SL, LL. Si vous n'avez aucun événement stressant, évidemment, vous allez... Enfin, pas évidemment, mais ces personnes ne font pas d'épisode de dépression. S'il y a un événement stressant, le génotype ne joue aucun rôle. 2 événements stressants, un petit peu. Et à partir de 3 événements de stress vécus dans la vie, la mort d'un proche, une maladie, je ne sais pas quoi, un accident quelconque, là commence à apparaître l'effet du génotype. C'est ça aussi, c'est une autre vision des interactions gène-environnement, c'est que le génotype ne suffit pas, il faut une exposition à la maladie. Et c'est en ça que l'héritabilité mesure cela, ça mesure la variance, étant entendu qu'il y a des facteurs d'environnement. Même chose pour des caractéristiques, vous verrez pour le pitch score, vous savez, c'est le absolute pitch, c'est l'oreille, comment ça s'appelle, l'oreille parfaite? L'oreille absolue. C'est l'oreille absolue. Alors l'oreille absolue, vous avez ici le score d'oreille absolue, donc là c'est vraiment Karajan, et puis ici c'est tout le monde. Et tout le monde il est en rouge avec que je fasse de la musique ou pas, que je fasse de la musique jeune ou pas, bah, j'ai à peu près le même score parfaitement gaussien d'oreille absolue, c'est le pourcentage des personnes. Donc tout le monde est là. Puis vous avez ici, en rouge, là, tout en bas de la courbe, les vedettes. Vous avez ceux qui ont le talent, ils ont l'oreille absolue. Mais ils ont l'oreille absolue, mais c'est beaucoup mieux si on leur a fait une éducation musicale précoce. Vous voyez le truc? Donc ça veut dire que l'oreille absolue, il y a clairement une sortie de la gaussienne qui détermine que probablement il y a des facteurs génétiques dedans, et si vous faites les études de jumeaux, les études de famille, ça colle. Mais c'est d'autant plus marqué, c'est d'autant plus net, c'est d'autant plus pertinent que ces personnes ont été aussi confrontées à une éducation musicale. Mais alors l'éducation musicale,
Dans quelle famille on l'a fait? Eh bien, plutôt dans les familles où il y a de l'oreille absolue. Et c'est là où il y a des interactions très délicates entre gènes et environnement. Regardez, est-ce que les Bernoulli, grande famille de mathématiciens, permettraient d'identifier le gène des maths? Non, mais ce n'est pas une question idiote. Regardez, c'est une famille à 3 générations. La maladie, c'est les maths. Jacob, Niklos, Daniel, Jacob, Rojacob, avec des transmissions père-fils, donc ce n'est pas lié à l'X. Bon, c'est idiot, évidemment que c'est idiot. Ça mesure une part d'intelligence, ça mesure peut-être une prédisposition mathématique, ça mesure aussi certainement le fait d'avoir un père qui est mathématicien. Et qu'on est plus enclin à ce type de métier, de discipline ou de talent quand on est élevé par des mathématiciens. Donc c'est pas que c'est idiot, on pourrait se livrer à ça. Tenez, regardez. Ça, c'est une famille à 3 générations. Un père, 2 fils. Tiens, c'est curieux, les filles, elles, ne sont pas atteintes. Un petit-fils, une petite fille. 3 générations. Garçon, c'est pas lié à l'X, vous êtes d'accord? Transmission père-fils. Et vous dites, c'est mendélien, ce truc-là. Alors là, il est gentil avec son hérédité multigénique et l'environnement, c'est mendélien. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être docteur en médecine. Le grand-père, les 2 fils, pas les filles, ça c'était avant 40. Et puis maintenant, 2 sur 3, vous pouvez calculer un risque relatif, vous pouvez faire une étude génome entier, vous allez trouver le gène de quoi? De n'importe quoi, évidemment. Donc tout ça, il faut faire attention à ce que je veux vous dire par là, en rigolant, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on mesure et à ce qu'on étudie. C'est pas forcément idiot de dire qu'il y a des gènes de prédisposition à un talent particulier. C'est pas idiot, c'est pas politiquement incorrect. Enfin si, c'est politiquement incorrect. C'est très politiquement incorrect. Mais c'est scientifiquement pas bête. Simplement, il faut à ce moment-là être bien certain de mesurer correctement les choses et de dire que l'héritabilité des mathématiques est possible. C'est pas idiot de le dire, mais elle est peut-être très faible par rapport à la part de la variance qui est liée à l'environnement. Et ça, ce serait une proposition assez correcte. Pas politiquement correcte. Bon. Et puis pour finir, l'idée était de vous rappeler qu'après avoir parlé de maladies communes, eh bien, on avait déjà vu dans le cours des situations où des maladies monogéniques préfiguraient l'hérédité multifactorielle, la part dans l'environnement, les modèles à plusieurs gènes, et en particulier ce que je vous avais décrit comme un bon exemple d'hérédité autosomique récessive, qui est la coloration des yeux, n'est pas un caractère qualitatif bleu ou pas bleu, c'est un caractère quantitatif qui se distribue sur une courbe normale et qui a donné lieu à des études de génétique qui ont montré effectivement qu'il y a bien un variant qui est impliqué là-dedans, impliqué dans la coloration des yeux, mais que le modèle génétique n'était pas un modèle mendélien autosomique récessif comme on l'a prétendu, mais qu'il y avait la participation de plusieurs gènes dans ce trait particulier. Ce qui veut dire, vous l'avez compris, qu'on peut partir de l'hérédité multigénique comme on l'a fait pendant 1h15 maintenant. On peut aussi s'intéresser à disséquer plus attentivement les traits simples. Et il y a toutes les gradations entre les deux. Voilà un mode d'hérédité que je ne vous en dirai pas grand-chose, mais c'est des choses qui sont bien établies maintenant, ce n'est pas très fréquent. On appelle ça une hérédité digénique, c'est-à-dire qu'il y a 2 gènes en cause. Alors c'est vraiment le truc le plus élémentaire de l'hérédité multigénique. Oui, c'est multigénique parce qu'il y en a 2, mais là on a vraiment toute l'affaire. C'est une rétinopathie, c'est une maladie rare, c'est une rétinopathie pigmentaire ici. Seules les personnes atteintes sont les personnes qui sont doubles hétérozygotes. Attention à la notion double hétérozygote, ce n'est pas hétérozygote composite. Vous vous souvenez, hétérozygote composite, c'est des homozygotes pour une maladie, puis un même locus, ils ont 2 allèles différents. Ça, c'est des doubles hétérozygotes, ils ont hétérozygote pour un locus, sur je ne sais pas quel chromosome, le gène s'appelle ROM, R-O-M, et puis ils sont hétérozygotes pour un autre locus, RDS. Et quand on est double hétérozygote, ROM plus moins, RDS plus moins, on est atteint de rétinite pigmentaire.
homozygotes, bien sûr, ne sont pas atteints. Vous avez ici des plus, pas atteints, des plus, pas atteints, des plus, qui ne sont pas atteints. Et puis de nouveau, ici, une personne qui est plus, Rome, plus, RDS et qui est atteinte. Hérédité digénique, il y a quelques exemples comme ça ne court pas les rues, où on a pu élucider ces histoires qui donnent des arbres généalogiques un peu étranges. On n'est plus dans le mendélien, puisqu'il y a 2 loci qui sont en question, mais on a une distribution des phénotypes assez originale. Il y a d'autres exemples, ici CNTF et la superoxyde dismutase. On avait vu ensemble pour la mucoviscidose la déconstruction du phénotype de la mucoviscidose en des facteurs totalement génétiques, anomalie de la fertilité chez l'homme, et puis d'autres éléments du phénotype qui, à génotype mutant égal, sont atteints, mais pas de la même manière, en fonction de gènes modificateurs en bleu, en fonction de l'environnement. Message ici, l'hérédité multigénique, c'est vrai pour toutes les... Enfin, c'est vrai. C'est pertinent pour les maladies les plus fréquentes, les plus communes dont on a parlé. On peut aussi s'intéresser à la dissection phénotype par phénotype d'une maladie mendélienne, héréditaire, monogénique, dont certains des éléments phénotypiques peuvent varier en fonction d'autres gènes et en fonction de l'environnement. Voici l'exemple de la mucoviscidose. Bien. Je propose qu'on s'arrête là, sur cette pyramide qui vous dit ça en résumé, c'est qu'il n'est pas si facile que ça de classer les maladies génétiques entre des formes très extrêmes mendéliennes qu'on a traitées beaucoup avec les modes d'hérédité classiques et les formes multifactorielles, et qui on a du digénisme, de la pénétrance réduite. Un locus majeur, c'est le modèle mixte de tout à l'heure avec hérédité multifactorielle, jusqu'à des facteurs de prédisposition qui se distribuent ici. Parfait. Vous avez des questions ?